François Bayrou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons parler de politique, évidemment, mais je voudrais commencer avec le Covid. 47 000 nouveaux cas en 24 heures en France. Alors, plusieurs questions sont posées. J'ai vu que l'Allemagne réfléchissait à rendre la vaccination obligatoire pour l'ensemble de la population. Doit-on ouvrir cette réflexion en France ? Oui, comme vous savez, c'est ma position depuis le début de 2021, depuis qu'on a su que le vaccin était, 1, efficace, et 2, sans effet secondaire. Oui. Quasiment sans effet secondaire. Et donc, moi je pense que comme pour toutes les grandes épidémies, comme pour la polio, comme pour la rougeole qui faisait beaucoup de morts, il y a un moment où les autorités médicales disent c'est pas possible, il faut à tout prix contrarier la circulation du virus. Et pas seulement parce que ça fait de nouveaux malades, mais parce que plus le virus est transmis, plus il y a des chances qu'il mute. Et il peut muter en devenant quelque chose de terrible. J'ai déjà dit, je crois, chez vous, mais je vais répéter. Ma hantise, moi, comme homme, Oui. Ma hantise, c'est qu'une mutation du virus ne lui permette de s'attaquer aux petits-enfants, aux bébés et aux petits-enfants. Si ça se produisait, et ce qu'à Dieu ne plaise, conjuguons toutes nos forces pour empêcher ça. Si ça se produisait, notre société n'y résisterait pas. Notre société n'y résisterait pas. Parce que vous ne pouvez pas accepter que des petits-enfants soient touchés par une maladie qu'on aurait pu éviter, qu'on pourrait éviter. Est-ce qu'il est temps de rendre la vaccination obligatoire ? Ma conviction, c'est que ce débat doit être ouvert. Il faut le faire dans le calme. Oui. Mais nous avons déjà 11 vaccinations obligatoires en France. 11 pour chacun des enfants qui naît. Quel problème y aurait-il ? Et donc, ma conviction, c'est celle-là, c'est que dans un moment où toutes nos sociétés sur la planète sont attaquées par un agent pathogène, comme on dit, par un virus qu'on sait combattre, dont on sait freiner la transmission, et surtout dont on sait freiner la gravité. Il y a dans les chiffres que vous avez dit, il y a un aspect effrayant, 47 000, on en revient au sommet des courbes. Au sommet des courbes. Mais il y a un aspect un peu rassurant, c'est que pour l'instant, il n'y a pas la multiplication des cas gravissimes à l'hôpital. C'est d'une certaine manière freiné. Alors, il y a plus de cas grâce au vaccin qui empêche que la maladie ne dérape dans quelque chose de très grave. Bien, donc vaccination, oui, il est temps d'ouvrir la réflexion, plus que la réflexion, il est temps de prendre des décisions. Mais François Bayrou, il faut le faire. Encore une fois, va la prendre cette décision. Il faut comme vous savez, ça a été fait dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays. Et dont européens. Et donc, oui, je pense que c'est une décision qui doit être à l'esprit des autorités qui ont la responsabilité. 2 autres questions sur le Covid. Est-ce qu'il faut rendre les tests PCR gratuits pour détecter, isoler et tracer ? Alors, je n'arrive pas à comprendre qu'on croit qu'un test est une manière efficace de lutter. Parce que entre le moment où on fait le test et le moment où on devient contagieux, il y a toute une période. Vous avez reçu beaucoup d'épidémiologistes ici. Ils vous ont tous dit ça. Demain, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, sera à votre place. Ils vous ont tous dit ça, ou à peu près. C'est cette période de délai, on dit période de latence, entre le test et la maladie qui se déclare et le fait qu'on devienne contagieux, qui est extrêmement dangereuse. Et donc, moi, je crois davantage à la vaccination qu'au test. Bien. Et puis, dernière question, est-ce qu'il faut libérer le brevet parce que je regardais un chiffre, 75% habitent dans 10 pays. Oui. Alors, il peut y avoir des démarches internationales. Mais cette question, qui paraît se résoudre de manière simpliste, mérite qu'une seconde, on rappelle quelque chose. Si nous avons des vaccins, c'est parce qu'il y a eu de la recherche privée. C'est parce que des laboratoires ont investi des milliards
Oui. Et est-ce qu'ils investiraient des milliards s'ils étaient appelés à être privés du fruit de leur travail? Mais là, maintenant le retour sur investissement oui, mais est plus que bon, François Bayrou. Mais vous voyez bien que il y a d'autres recherches. En tout cas, moi, je demande à ce qu'on soit prudent avant d'enlever à la recherche des laboratoires privés, des chercheurs privés. Vous savez bien combien de chercheurs vont s'embaucher dans les laboratoires et combien de chercheurs ne trouvent pas dans leur démarche. Parce que recherche et découverte, ça n'est pas automatique. En Inde, au Brésil ou en Afrique, ce serait une bonne solution. C'est pourquoi je vous dis démarche internationale. Bien. François Bayrou, parlons de politique, parce que nous sommes dans une Parce que vous aimez ça, voilà. J'aime ça, vous aussi. Et nous sommes dans une période très politique, pré-présidentielle. Finalement, à la fin de la semaine, nous connaîtrons le candidat des Républicains. Il ne manquera plus qu'un seul candidat. C'est le vôtre. C'est le vôtre, et ce sera Emmanuel Macron, j'imagine. François Bayrou, vous n'avez plus de doute. Si j'en ai jamais eu. Oui, d'accord. Bien, alors, un candidat s'est déclaré hier, Éric Zemmour. Que pensez-vous de sa déclaration de candidature? Alors, il y a déclaration de candidature au journal de 20 heures. Oui. Et la journée d'hier montre que c'est plus facile de critiquer les politiques que de s'avancer sur le ring et devenir soi-même un acteur du jeu. Oui. Ça montre quoi? Bon, ça montre, vous l'avez vu, donc. Et puis j'aime pas taper sur les gens qui sont à terre déjà. Il est déjà à terre pour vous? Il y a un moment très difficile pour lui, oui. Oui. Mais bon, oui. Il a choisi des thèmes excessifs et la fébrilité qu'il a montrée hier montre que il sent lui-même que ces thèmes ne correspondent pas à ce que l'opinion, il va avoir du mal pour les signatures, enfin toutes ces... Il faut sauver la France, dit-il. Je suis là pour ça. Est-ce qu'il peut la sauver? Non. Non. Je suis très, très frappé par une ou deux choses. J'ai regardé, non parce que c'était un pensum très difficile à supporter pendant 4 fois 3 heures de temps, les débats, entre guillemets, des Républicains. Alors il y a 2 réflexions. La première, c'est qu'aucune personnalité ne se détache des autres, et c'est mauvais signe pour une élection présidentielle. Quand aucune personnalité ne se détache des autres, c'est le premier point. Il y a un deuxième point... c'est que j'ai été frappé qu'un sujet soit à peu près totalement absent de tout. Alors il y avait des heures et des dizaines d'heures sur immigration, sur... la sécurité, l'immigration, oui. Je vais revenir sur l'immigration. Mais il y a une chose qui était absente. Alors ils annoncent tous qu'ils vont donner de l'argent à tout le monde. Les uns en supprimant des postes de fonctionnaires, d'autres... en multipliant les interventions. Il y a une chose qui était complètement absente. Comment fait-on pour reconquérir les parts de marché, la production industrielle et agricole, tout ce qui a été perdu par notre pays sous leur règne, j'allais dire, sous leur prééminence, alors qu'ils étaient au pouvoir, pendant des décennies. Et cette question que j'appelle moi celle de la reconquête industrielle, agricole et de services, cette question-là, la dynamique du pays pour saisir à bras-le-corps les défis de notre temps était à peu près totalement absente. Et donc je trouve, et c'est la même chose chez Zemmour évidemment, donc cet aveuglement sur les difficultés que nous rencontrons, parce que le contrat social français, n'est-ce pas? Nous sommes un pays dans lequel l'éducation est totalement gratuite. Regardez autour de nous, les autres pays. La santé est totalement gratuite. L'assurance chômage est présente. La retraite, avec toutes les difficultés, est là pour tout le monde. Ce contrat social-là, cette immense chaîne de solidarité, faut la financer. Et pour la financer, il faut quoi? Il faut des citoyens nombreux
et du travail. Et du travail. Bien, je vais revenir justement. Et de la production. Voilà. Et de la production. Je vais revenir sur la dette, je vais revenir sur le commerce extérieur de la France, qui inquiète François Bayrou. À juste titre. À juste titre. Mais deux choses encore. Marine Le Pen profite des errements d'Éric Zemmour et le distance aujourd'hui largement dans toutes les enquêtes d'opinion. Est-ce qu'elle est la seule, selon vous, à pouvoir battre Emmanuel Macron ? Non, l'hypothèse selon laquelle on se trouverait devant un risque extrémiste en France, je la récuse. Moi. Vous n'y croyez pas ? C'est pas que je n'y crois pas. Je veux me battre contre. Non, mais oui. Mais... Et vous voyez, quand on dit à un micro, dans une émission aussi importante que la vôtre, que tant de gens écoutent, quand on dit oui, il y a un risque, vous accréditez la démarche. Et donc moi, je suis dans une situation. Moi, je ne parle pas de risque. Je combat. Pose la question. Je suis dans une situation de combat. Je m'engagerai. Je suis dans une situation de combat. Vous êtes dans une situation de combat. Ces thèses-là, Jean-Jacques Bourdin. Ces thèses-là, jamais dans le monde et dans aucun pays, elles n'ont fait du bien. Jamais. Vous pouvez chercher dans toute l'histoire récente et plus ancienne. Chaque fois que vous organisez un pays autour de l'affrontement de communautés entre elles, autour de toutes les questions qui passent leur temps à crisper, à exciter, à allumer le feu entre les gens, chaque fois vous affaiblissez le pays. Et ceci n'est pas une conviction d'aujourd'hui. Je me suis toujours battu sur cette ligne. On était hier, vous avez été frappé, je suis sûr comme moi, par l'hommage à Joséphine Baker. Oui, c'était magnifique. D'abord, c'était absolument superbe. Vous y étiez. Le discours du président de la République était superbe. C'était beau parce que c'était profond. Et je me disais, voilà, donc une femme noire, étrangère, étrangère jusqu'en 1937. Oui, parce qu'elle a épousé un Français. Après, c'est le rapprochement familial, si j'ose dire. Bien sûr. Et donc, française par mariage, aux mœurs scandaleuses pour son temps, qui s'engage au service de la France au point de risquer sa vie, et dans laquelle la communauté nationale peut se reconnaître. Il y avait deux choses hier. Pour moi. La première, je suis sûr que vous avez senti la même chose. La première, il y avait une gaieté. Comme si 50 ans après sa mort, la gaieté de Joséphine Baker, la joie de vivre, l'envie de vivre de cette femme qui a poussé l'instinct maternel jusqu'à adopter 12 enfants abandonnés, avec toutes les difficultés que l'on sait qu'elle a rencontrées. Ça résonnait. Il y avait encore des ondes de joie de vivre. Et la deuxième chose, je me disais, c'est assez éclairant parce que je préfère de loin une France qui a Joséphine Baker dans ses rangs qu'une France qui exclut Joséphine Baker parce que la couleur de sa peau, son origine ou sa manière d'être aurait scandalisé. Et je trouve que ce que le président de la République a réussi à dire très bien, c'est que, et c'est pas seulement moi qui le dis, c'est pas par esprit partisan, mais ceux qui étaient autour de moi et qui sont pas de mon bord politique disaient la même chose, c'est que c'est la France. Là, il y avait une part essentielle de la France. François Bayrou, la maison commune. Tiens, puisqu'on parle de France, la maison commune, avec une direction très masculine, Jean Castex, Richard Ferrand, Édouard Philippe et vous-même. Non. Quoi ? Il y aura dans la direction autant de femmes que d'hommes. C'est un engagement. Les 4 grands patrons. Et j'en donne la garantie. J'ai donné les noms des 4 grands patrons. Il y en a 2 qui étaient premiers premiers ministres et 2 qui sont des chefs de parti. Excusez-moi. Pas de chef de parti femme, pas de premier ministre femme. La seule, c'était Marine Le Pen, qui n'est plus. Vous en aurez. Oui, écoutez-moi. Oui. Parce que je pourrais aussi dire qu'à votre micro, c'est un homme. Oui, c'est un homme. Je suis un homme. Qu'il y en a marre, d'une certaine manière, de ce monopole masculin que vous incarnez, Jean-Jacques Bourdin. Non, nous ne pouvons plus jouer ni ruser avec cette nécessité que l'équilibre entre femmes et hommes soit garanti. Et je m'en porte garant.
autant que je puisse. J'ai montré toute ma vie que les femmes étaient dans la direction de notre mouvement au premier rang. François Bayrou, c'est une copropriété, ce mouvement? C'est une coopérative. C'est une copropriété parce que chacun reste un peu chez soi quand même, non? Non, chacun apporte à l'ensemble tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Oui. Donc vous venez avec votre histoire, vous venez avec votre patrimoine si vous en avez, vous venez avec votre crédit auprès des Français, et tout cela s'associe dans une dynamique. J'insiste un tout petit peu sur ce point. C'est pas quelque chose d'arrêté, c'est quelque chose qui bouge, puisque ce que nous avons accepté tous, c'est qu'on ne ferait rien les uns contre les autres, pas de guerre interne. D'ici la présidentielle au moins, mais j'espère pendant 4 mois, quoi. Non, mais et après les législatives, jusqu'aux législatives. Alors, j'ai travaillé à l'union de ce courant politique, vous me l'accorderez, toute ma vie. Ben je sais, vous le vouliez. 10 fois à votre micro pour dire qu'il fallait que ce grand espace central s'unifie. Et deuxièmement... Vous vouliez que ce soit un parti, vous vouliez qu'il y ait des adhésions directes. Oui, il y aura. Vous vouliez qu'il y ait une commission d'investiture commune. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Non, vous vous trompez. Il y aura, mais il n'y a rien. Mais attendez, nous l'avons constitué hier, lundi. Il y aura pourquoi? Parce que nous avons pris l'engagement que nous soutiendrions les mêmes candidats à l'élection législative. Si nous soutenons les mêmes candidats à l'élection législative, il faudra bien les désigner. Oui. C'est ce qu'on appelle une investiture. Chacun proposera les siens, et puis on choisira les meilleurs. Mais nous avons accepté quelque chose d'extrêmement important, qui est le principe même, d'ailleurs, d'organisation de l'Union européenne. Nous avons accepté que ceux qui veulent avancer ensemble, aller plus loin ensemble, puissent le faire, sans avoir des freins de la part des autres. C'est ce qu'on appelle en Europe les coopérations renforcées. Toutes les politiques ne sont pas suivies par tous les pays européens. Mais ceux qui veulent aller de l'avant, sur plusieurs sujets, l'euro par exemple, peuvent aller de l'avant. Et les autres, d'une certaine manière, seront entraînés par ce mouvement. Alors vous pouvez dire que je suis optimiste, vous pouvez dire que je suis idéaliste. Il y a pire reproche que cela. Je pense que quand on veut faire bouger les choses, il faut être optimiste et idéaliste. François Bayrou, vous n'aimez pas la dette? Je n'aime pas la dette mauvaise. Oui. Comment est-ce qu'on rembourse 3 000 milliards d'euros de dette? En développant le pays, en faisant de la croissance. Les Allemands ont montré qu'on pouvait augmenter la dépense publique et faire baisser la part de la dette dans les comptes de la nation. Pourquoi? Si vous avez une dette qui augmente de 5% et que la croissance du pays en 2 ou 3 ans arrive à 10%, la part de la dette baisse. Vous comprenez évidemment. Voilà. Et c'est pourquoi je vous dis que la reconquête de la production, la reconquête de l'industrie, la reconquête de l'agriculture, la reconquête aussi des services nouveaux, tout cela, c'est la condition du développement, du rééquilibrage des comptes et aussi du contrat social. Et le déficit de la balance commerciale de la France. Eh bien, vous mettez le doigt, voyez. Qui se creuse de mois en mois. Moi, je ne comprends pas que chaque interview que vous faites, pas vous, c'est un vous générique. Chaque interview n'aborde pas cette question. Mais oui. La France est en déficit de son commerce extérieur de quelque chose comme 70 milliards. Plus encore, plus de 80 milliards aujourd'hui. Ça dépend, vous avez des mois à 60, des mois à 70, mettons 70 milliards. L'Allemagne est un excédent de 250. Les Allemands ne sont pas plus intelligents que les Français? Ils ne travaillent pas plus. Les Allemands ne travaillent pas davantage. Non. Grosso modo, le niveau du pays est à peu près le même. Ils ont la même monnaie. On nous a dit longtemps, c'est la monnaie. Et puis, au fond, on paie le travail à peu près au même niveau. Comment se fait-il que nous acceptions une telle situation d'échec national? Et pour moi, un des thèmes principaux devrait être celui-là. Et nous allons, vous savez que j'ai la responsabilité du commissariat au plan, nous allons sortir une étude qui montre produit par produit où nous sommes déficitaires. Il y a quelque chose et où comme nous sommes faibles. 900 produits
Et ce qui m'exaspère, ou enfin ce qui est pour moi un motif de mobilisation intérieure, je veux bien qu'on soit déficitaire sur des produits que nous n'avons pas sur notre sol. Je sais pas, les hydrocarbures, on les a pas, donc il faut bien. Bon, on peut les remplacer. Oui. C'est pour ça qu'il faut produire de l'électricité, mais comment un pays qui fabrique des satellites, des fusées, des avions, des voitures parmi les meilleures du monde, comment est-il incapable de faire des produits, je sais pas, je dis toujours des machines à laver? Des produits du quotidien. Aucun des produits du quotidien. Les Allemands ont, vous avez en tête des marques, bien sûr. Des marques qui sont dans les foyers achetés et choisis. Nous avons à reconquérir pied à pied, c'est-à-dire produit par produit. Et ça se fait par l'association entre l'État et les entreprises, et les grandes entreprises. Il faut être capable de les asseoir autour de la table pour avoir une stratégie de reconquête. Merci François Bayrou d'être venu nous voir ce matin sur RMC BFM TV. Il est 8h53.